cette séance-là, on va traiter tout d'abord donc l'exercice 3, intitulé La modélisation des actions mécaniques sur un palier lisse. Dans le modèle global, dans le modèle local, les surfaces de contact sont limitées par un demi-cylindre de longueur L et de rayon grand R. Donc vous voyez ici la modélisation. Ça s'arrête. Je m'excuse, mais il y a un problème avec le PC. Donc, il y a le modèle ici. Donc, vous voyez le modèle ici. Vous voyez qu'on a le solide qui est à l'intérieur. Donc, celui-là. Donc, le solide à l'intérieur, celui-là, il exerce une pression. Donc, le solide à l'intérieur qui est celui-là. Donc, il va exercer une pression sur le solide en bleu. Donc, cette pression, il serait sous forme cylindrique. Donc, c'est la surface latérale d'un cylindre où on a le contact entre les deux solides. Donc, ce contact, dans ce modèle, on a en chaque point M, si on prend un point, donc le contact à n'importe quel point M, il serait dirigé vers l'extérieur. Donc, le solide 2 applique une pression sur le bâti 1. Donc, à n'importe quel point M, cette pression serait dirigée vers l'extérieur. D'accord? Et suivons une petite surface DDS. Donc, c'est le modèle global de la pression au point M. Donc, cette pression, elle est notée ici comme étant une pression constante, qu'on va la noter P. D'accord? Et elle est tout le long de la surface de contact, qui est la surface cylindrique, comprise entre le bâti 1 et l'arbre 2. Donc, la première question, on va essayer de déterminer à partir de ça le modèle global de l'action mécanique de l'arbre 2 sur le bâti 1, sous sa forme torsorielle, exprimée au point 1. Au point 1. Donc, pour cela, donc pour calculer le torseur, donc ça serait le torseur de 2 sur 1. Donc, le torseur statique de l'action de 2 sur 1, qui serait noté donc, sous forme de résultante, et de moments exprimés au point O. Donc, tout d'abord, pour faire le calcul de ces deux composantes, on doit déterminer la force élémentaire d'ER de 2 sur 1. Et ça va être, donc, tout d'abord, donc d'après la définition, c'est Fm ou Pm fois U au point M fois ds, puisqu'on a un contact surfacique. Fm dans ce cas, ce n'est que la pression P multiplié par UM. Donc le vecteur directeur ici, c'est ce vecteur-là. Donc c'est le vecteur directeur de la pression à n'importe quel point. Donc la pression serait dirigée et portée par, si vous voyez le schéma en dessous, donc à n'importe quel point M,
un point de contact, la pression serait portée par le vecteur R. D'accord? Ça serait une pression qui est appliquée d'une façon radiale, depuis le premier solide vers le deuxième, suivant cette petite surface d'EDS. Donc, ça serait P fois UM, qui est le vecteur R, fois DS. Donc, dans le cas d'un contact cylindrique ou une surface qui est cylindrique, DS, il va être quoi? Donc, on va revenir à la modélisation des surfaces, donc des surfaces élémentaires. Dans le cas de coordonnées cylindriques, vous voyez ici, coordonnées cylindriques, pour modéliser DDS, donc ça serait tout d'abord, on a les coordonnées Z, la coordonnée R et on a une coordonnée θ. Donc pour modéliser cette surface cylindrique, donc ça serait tout d'abord dz fois cette distance-là. Et cette distance-là, ou cet arc, ça va être R fois d de θ. D'accord? Si on souhaite déterminer par exemple le volume, on doit ajouter dr ici. Mais on a, dans ce cas, juste besoin de déterminer la surface de contact. Donc, la surface de contact ds ne serait que R fois dθ fois dz. On revient vers d'autres exercices. Donc, ici, ds serait R fois dθ fois dz. Donc, à partir de ça, on va calculer la résultante. Donc, la résultante de 2 sur 1 ne serait que l'intégrale. Donc, on va intégrer sur une surface S de P, qui est une constante, fois petit r, fois dθ, fois dz, fois le vecteur R. Il reste juste ici à indiquer que ce vecteur R-là, donc si vous voyez le schéma, le vecteur R, il va dépendre, il ne va pas dépendre sûrement de Z. Donc Z, lorsqu'on aura donc un changement de la variable Z, le vecteur R, il serait la même. Mais ce vecteur-là, il va dépendre de l'angle θ, donc cet angle-là. D'accord? Si on prend un autre point M, M', le vecteur R' serait, ou le vecteur R serait placé ici. Donc, il va changer d'orientation. Donc, en fait, ce R-là, il va dépendre de θ. D'accord? Donc, on ne peut pas le faire sortir de l'intégrale. On doit l'exprimer en fonction des vecteurs qui sont constants. Les vecteurs constants sont les vecteurs x, y et z. Donc, Rθ en fonction de x, y et z ne serait que, si on fait la projection sur la base x, y, donc ça serait sur x cosinus θ et sur y sinus θ. Donc c'est cosinus θ porté par x plus sinus θ porté par y. D'où la résultante. Donc P est une constante. Pour le rayon, donc il ne dépend ni de θ ni de z. Ça serait un rayon fixe. Il est déjà noté l'énoncé grand R. Donc on va remplacer directement petit r par
grand R, qui est une constante. Il nous reste quoi? Il nous reste à intégrer dθ avec le cosinus et le sinus et dz. Donc, ils sont indépendants. Donc, la première intégrale sur dz fois la deuxième intégrale qui serait sur cosinus θ x plus sinus θ y fois dθ. Et pour les bornes de ces intégrales, donc dz, on va intégrer sur cette longueur-là. Donc, on va intégrer sur cette longueur L. Donc, on va intégrer depuis le point moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. D'accord? Et pour θ, on va intégrer depuis cet angle-là, qui est moins pi demi, jusqu'à arriver à celle-là, qui est plus pi demi. D'accord? Puisqu'on souhaite déterminer juste l'action de 2 sur 1 sur un demi-cylindre. D'accord? L'autre côté, donc de ce côté-là, il n'y a pas de pression. Donc les bornes d'intégrale pour dz, ça serait moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Et sur θ, ça serait de moins pi demi jusqu'à pi demi. Donc la résultante, ça serait P fois grand R. dz, l'intégrale de dz, ça serait z entre L sur 2 et moins L sur 2. Donc ça serait L fois le deuxième intégral. Donc ça va donner tout d'abord la primitive de cosinus, c'est sinus θ entre moins pi demi et pi demi porté par x. Le deuxième intégral, donc sinus, sa primitive, c'est moins cosinus θ comprise entre moins pi demi et pi demi. Le vecteur y est une constante, donc qui ne va pas dépendre de θ. Donc cela va donner P fois grand R fois L sinus θ en pi demi et moins pi demi, ça va donner 2 fois x. Donc sinus pi demi, c'est 1. Sinus moins pi demi, c'est moins 1. 1 moins 1, ça va donner 2. Et le deuxième, celui-ci, ça va donner un vecteur nul. Donc à la fin, on va obtenir 2 et porté par x. Donc la résultante, ça serait un vecteur qui est porté par x. D'accord? Donc vous voyez ici, vous pouvez voir que si on fait la somme de cette force-là, donc cette pression appliquée ici, si on fait sa somme, il serait, donc d'après la symétrie du problème, donc puisqu'on a une symétrie autour de l'axe OX, donc obligatoirement le vecteur résultant, ça va être porté par X. Il n'y aurait pas de composante suivant Y ou Z. D'accord? Donc le résultat final ou la résultante, ça serait porté par X. Donc ceci dit pour la résultante. Pour le moment, donc pour calculer le moment de l'action de 2 sur 0, sur 1 plutôt, donc on aurait besoin d'ajouter le vecteur OM. Donc par définition,
Donc, par définition, le moment au point O de l'action de 2 sur 1 ne serait-ce que donc l'intégrale sur la surface de contact de OM vectorielle, la résultante au point M, ZR de 2 sur 1. D'accord? Donc, on doit tout d'abord, on a déjà déterminé ZR, il nous reste à déterminer c'est quoi OM. Donc, le vecteur OM, donc OM ne serait-ce que dans les cas de coordonnées cylindriques. Donc, pour parcourir toute cette surface-là, donc pour balayer toute cette surface-là, si on prend un point M à n'importe quelle position, donc il serait paramétré ou exprimé sous forme de la somme de deux vecteurs. Donc OM, ça serait tout d'abord un vecteur radial, donc puisque le point M se situe à une distance R depuis le centre O, plus une distance suivant Z. Donc on aurait une distance radiale de norme R plus une distance suivant le vecteur Z, qu'on va noter Z. Donc le vecteur OM ne serait que R porté par le vecteur R plus une variable Z portée par le vecteur Z. D'accord? Donc lorsque M va se déplacer, donc Z il va changer, R il va rester constante afin de balayer toute la surface. Aussi, ce R-là n'est pas une constante. Il change en fonction de θ. Donc, deux variables ils vont changer afin de balayer toute la surface cylindrique. On aura un changement de θ afin de parcourir la périphérie du cercle et un changement de Z afin de parcourir la longueur. Donc, le vecteur OM serait R porté par R plus petit z plus Z porté par le vecteur Z. Donc, ça serait un grand R porté par le vecteur R qui dépend de θ, plus petit z porté par le vecteur Z. Donc, d'après ça, le moment, donc ça serait l'intégrale donc, de R fois R de θ, qui est cosinus de θ x plus sinus de θ y plus z fois z, le tout vectoriel, la résultante qui est petit p, qui est la pression, fois grand R, fois dθ, fois dz, tout ceci porté par le vecteur petit r, qui est cosinus θ porté par x, plus sinus θ porté par y. Donc, ce produit vectoriel, ça va donner, donc tout d'abord, cette somme-là, ce vecteur-là, qui est le vecteur R, vectoriel R, ça va donner le vecteur nul, plus cette composante-là, Z vectoriel x, y. Donc, ça va donner le double intégral sur la surface de contact de Z fois P fois grand R fois dθ fois dz fois cosinus θ. Cosinus θ. Donc, il reste à calculer Z vectoriel x. Donc, Z vectoriel x, ça va donner y. Et la deuxième composante, c'est sinus θ et Z vectoriel y. Donc, ça va donner moins
x. D'accord? Il ne reste à calculer juste donc l'intégrale. Donc, le premier intégral, ça serait sur le vecteur, sur la variable z, et le deuxième sur θ. Donc, pour la variable z, on va faire sortir tout d'abord les constantes. Donc, les constantes sont P, R, et on commence le premier intégral sur z. Ça va être z dz, avec z allant de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2, fois les variables restantes, donc c'est l'intégrale de cosinus θ porté par y moins sinus θ porté par x. Le tout dθ avec θ allant de moins pi demi jusqu'à pi demi. Donc tout ceci, ça va donner P constante, R constante pour Z. Donc cette intégrale-là sur Z, ça va donner la primitive qui est Z au carré sur 2 entre L sur 2, entre moins L sur 2 et L sur 2, qui va donner, donc puisque Z au carré de L sur 2 et Z au carré de moins L sur 2, c'est la même chose, donc ceci va donner un 0. Donc, on n'aurait pas besoin de calculer ça. Donc, à la fin, le moment, ça va être un vecteur nul. Donc, ça serait le moment au point de l'action de 2 sur 1. Donc, le moment, c'est le vecteur nul. On pouvait faire une analyse sur le problème. Donc, vous voyez qu'ici, sur la symétrie, donc la symétrie du problème, donc on a calculé la résultante, on a trouvé que cette résultante, elle est portée par le vecteur x. Donc cette résultante, ça va être suivant x. Donc pour le moment, vous voyez qu'on a une symétrie par rapport à l'axe OX. Donc on a une symétrie de la répartition de la pression. Donc on ne peut pas faire tourner le solide autour de x. De l'axe OX, on ne peut pas avoir une rotation puisqu'on a une symétrie de pression. Donc, ces symétries autour de X, ça va être celle-là. On a la même pression de haut vers L sur, moins L sur 2 et la même pression de ce côté-là jusqu'à arriver à L sur 2. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir aussi de rotation autour de OY. D'accord? Pour X, donc la pression répartie ici, elle est la même que celle-là. Donc, il n'y aura pas de rotation autour de X. Autour de Z, la même chose. Donc, si on essaye de faire tourner le solide autour de Z, vous voyez qu'on a une répartition qui est celle-là. Donc, cette répartition, elle est la même des deux côtés. Donc, on ne peut pas avoir un moment autour de l'axe OZ. Donc, cette symétrie, c'est elle qui induit qu'il n'y a pas de moment au point O. Donc, et je parle du moment au point O. Donc, si on change de point, il y aurait sûrement... Donc, si on avait au moins changé l'origine de repère ou calculé le moment dans un point autre que O, par exemple ici, donc si on avait choisi un point ici, donc il n'y a pas de symétrie suivant un axe. Donc, il y aura obligatoirement un moment qui va se produire suivant une direction. D'accord? Donc, le changement de point de calcul induit obligatoirement
un moment différent de vecteur nul. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc avant de passer au dernier exercice, le frein à disque, on va continuer le cours pour introduire la notion de frottement dans le contact entre les solides. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté le cours. Donc, on avait introduit le théorème de Pascal. Et on a dit qu'il nous permet de réduire la pression d'un fluide en tenant compte de la pression à l'extérieur. Donc, le deuxième théorème dont on va parler, c'est le théorème d'Archimède. Donc, c'est un théorème qui nous permet de déduire l'action d'un fluide sur un solide. Donc, un solide qui est, par exemple, ici, le bateau, immergé dans le fluide, qui est ici l'eau. Donc, d'après le théorème d'Archimède, tout corps plongé dans un fluide, il reçoit de la part de celui-ci une action mécanique représentable par un glisseur. Donc, ce glisseur, il est exprimé au point G qui représente le centre d'inertie, le centre de gravité du solide immergé, avec la résultante, c'est moins mf fois g, avec mf, c'est la masse du solide, plutôt du fluide immergé. D'accord? Donc, c'est la masse du fluide que le solide a dégagé. Donc, par exemple, si on a un réservoir de fluide et on a un solide S qui est donc en équilibre dans ce fluide. Donc, cet MF-là, il va représenter la masse, donc la masse du fluide, mais en prenant ce volume-là, donc le volume immergé. D'accord? On va calculer la masse de ce fluide-là. D'accord? On l'explique d'une autre façon. On va dire que cette MF-là représente la masse du fluide qui va déborder des bords du réservoir ou de ce bassin. D'accord? Lorsqu'on va immerger ce solide S dans cet réservoir-là, donc il y aura un fluide qui va sortir de ce réservoir ou ce bassin. Donc cette masse qui va sortir, ou ce volume qui va sortir, c'est le même, ce volume-là. C'est la même chose que ce volume-là. Il représente le même volume. D'accord? Et on a ρ de ce fluide. Donc, on a le volume qui a débordé. Et on a la masse volumique. Donc, on peut calculer la masse du fluide qui s'est déplacé, qui est cette MF-là. Donc, la masse du fluide ne serait que ρ du fluide fois le volume qui a débordé à l'extérieur du bassin. D'accord? Multiplié fois G qui représente l'accélération de pesanteur. D'accord? Donc, on va utiliser ce théorème d'Archimède dans des cas lorsqu'on a un contact entre solide et fluide. Ceci dit pour le théorème d'Archimède. On l'utilise le cas pour déterminer l'action d'un fluide sur un solide. Donc, le cas général, donc, qui est la partie qui suit, c'est l'étude de contact entre différentes pièces, des pièces ou solides. Donc, dans le cas de contact entre solides, donc tout d'abord, l'hypothèse fondamentale, on va considérer que les pièces sont indéformables et on ne va pas tenir compte de la résistance au roulement et pivotement. Donc, ce sont deux choses qui sont hors programme. Donc, on va tenir juste du frottement lors
d'un déplacement linéaire. Donc, tout d'abord, on rappelle le torseur qu'on a déjà défini la dernière séance, qui est le torseur de l'action extérieure sur le solide, qui s'écrit sous forme de résultante, qui est Fm, l'intégrale de Fm UM ds, et le moment qui s'écrit de cette façon. Donc, on a le premier cas, donc on va distinguer plusieurs cas. Le premier, c'est le cas d'un contact entre deux solides, mais un contact sans frottement. Il n'y a pas de frottement. Donc, vous vous rappelez certainement, lorsque vous avez étudié un solide en baccalauréat, donc, vous avez dit que si on a un solide S posé sur un sol, donc, dans le cas où il n'y a pas de frottement, donc ce solide, plutôt S0, il va appliquer une force ou une résultante dirigée suivant la normale sortante. Il y aurait seulement une seule composante R. Dans le cas donc, du modèle sans frottement, il y aurait seulement cette composante. Donc la résultante, comme vous voyez ici, donc la résultante, c'est la norme de R portée par le vecteur N21, qui représente juste la composante normale. Donc il n'y a pas de composante tangentielle. D'accord? Donc c'est le cas d'un contact sans frottement. Lorsqu'on va ajouter le frottement, donc lorsqu'on va trouver des hypothèses ou des indications qui disent que le contact entre les deux solides, il est avec frottement, donc tout d'abord, comment déterminer une relation qui relie cette force tangentielle avec la force normale et quel est le sens? Donc, tout d'abord, on va considérer qu'on a un contact au point I. Donc, ce contact, il va engendrer donc, le fait qu'on a entre les deux solides, donc au point de contact I. Donc, tout d'abord, il doit y avoir la présence de la composante normale. S'il y a frottement, donc ce frottement, on peut parler de ça au cas où il y a le solide, donc ce solide-là, il va essayer de se déplacer par rapport à celui-là. Donc, lorsqu'il va essayer de se déplacer, donc si on va parler de quelque chose de déplacement entre ces deux solides, il doit, afin qu'il y ait un frottement, donc obligatoirement, on va parler de glissement entre les deux solides. Donc, pour ce solide S1, il va se déplacer par rapport à S2. Donc, au point I, on aurait ce qu'on appelle un glissement. Et on aurait une vitesse qui est la vitesse du point I entre ces deux solides. Donc, la vitesse entre les deux solides, ça serait différente de 0. D'accord? Donc, pour qu'on parle de la notion de frottement. Donc, il a qu'un objet donc fixe l'un par rapport à l'autre. Donc, cette vitesse-là serait nulle. Et on ne peut pas parler de frottement. Deux solides, il a qu'un un posé sur l'autre. Donc, on ne peut pas parler de frottement. Ok, je bien un frottement. Mais le frottement va faire apparaître lorsqu'il y a une vitesse qui est différente du vecteur nul. Donc, le fait qu'il peut y avoir une translation de l'un par rapport à l'autre, ou une vitesse de l'un par rapport à l'autre. Donc, à partir de cette vitesse de glissement, on va dire que cette vitesse, il est qu'un le solide S1, il va se déplacer fin de le sens. Donc, la vitesse de déplacement serait dans ce sens. Et avec un frottement, on va voir qu'une force tangentielle va
apparaître, mais l'autre sens. Pourquoi? Afin de contredire le déplacement dans ce sens-là. Donc, il est qu'un solide, il va se déplacer dans ce sens. Cette force tangentielle, il va essayer de le bloquer. كتحاول تجرو الاتجاه الاخر كتخليه يزيد en avant. D'accord? On va noter ça, cette composante-là, la composante tangentielle. D'accord? Donc, cette composante tangentielle, on va la définir. Donc, tout d'abord, à partir des lois de Coulomb, on va la définir. Tout d'abord, la direction. Sa direction, il serait défini comme étant donc RT vectoriel, la vitesse de glissement égale au vecteur nul. Cela signifie quoi? Que ces deux vecteurs-là, ils sont parallèles. Donc vous voyez le schéma, les deux vecteurs sont parallèles. Et de plus, pour le sens, vous voyez qu'ils ont des sens opposés, ce qui se traduit d'une façon mathématique que la composante tangentielle scalaire, la vitesse de glissement, donc le produit scalaire, il serait comment? Il serait inférieur à 0. Pour dire qu'on a un angle entre les deux qui est de pi. D'accord? L'angle entre la vitesse et RT, c'est l'angle pi. Donc on appelle ça loi de Coulomb. Donc il nous donne la direction et le sens. Il nous reste une chose qui est la norme. Donc comment obtenir la norme? Donc la norme, on va l'obtenir en utilisant la composante normale. Donc on aurait une relation qui relie la composante tangentielle et la composante normale, c'est le fait que la composante tangentielle, sa norme, serait le coefficient de frottement F fois la composante normale Rn. D'accord? Donc, la loi de Coulomb, pour le cas de frottement, nous donne la direction, le sens et la norme en utilisant la composante normale. Donc, cette composante normale-là, dans le cas d'une modélisation locale, on va calculer le modèle global en utilisant la définition. Donc, les le double intégral sur la surface de contact fois la pression ou la force Fm fois le vecteur UM fois TDS. D'accord? On va calculer à partir de ça Rn. Puis, lorsqu'on aurait trouvé la norme de Rn, on va la multiplier F et trouver RT. D'accord? Donc, c'est la façon avec laquelle on va utiliser cette loi ou ces lois de Coulomb. Donc, vous avez ça écrit d'une façon plus détaillée. Donc, le support de cours. Donc, vous voyez, dans le cas d'une vitesse de glissement différente de 0, on a donc la composante tangentielle égale à F fois la composante normale. Et enfin, la composante tangentielle, il va s'opposer au vecteur de vitesse. Donc, c'est une écriture littéraire. Vous devez ajouter ça. Donc, puisqu'on va utiliser ces deux équations-là, on va l'utiliser généralement afin de déterminer des relations entre les différents inconnus et efforts
du problème. D'accord? Donc, c'est le cas d'un frottement dans une situation de glissement. On a un deuxième cas, c'est un cas intermédiaire dans lequel le solide, il ne peut pas glisser, mais c'est dû au fait qu'il y a ce qu'on appelle une adhérence. Donc, l'effort appliqué sur le solide ne lui permet pas de se déplacer, puisqu'il y a un frottement qui est supérieur à l'effort nécessaire pour que le solide se déplace. Dans ce cas, on va dire que la vitesse de glissement elle est nulle, donc il n'y a pas de vitesse de glissement. D'accord? Et dans ce cas, l'effort tangentiel, il va être égal, plutôt inférieur à mu fois l'effort normal. C'est quoi cette mu-là? Donc, on a parlé des coefficients de frottement, mais cette mu-là, ça va être un coefficient qu'on va appeler coefficient d'adhérence. Et il est toujours inférieur au coefficient de frottement. D'accord? S'il c'était dans l'énoncé d'un problème, il va être toujours inférieur à F. Et il va nous donner juste une équation. Donc, quelle est la valeur maximale que peut atteindre l'effort tangentiel? Et puisqu'on a la vitesse de glissement, elle est nulle, on ne peut pas savoir ni le sens, ni la direction de l'effort tangentiel. Donc, on ne peut pas savoir l'un des deux. D'accord? Donc, on aurait la composante tangentielle, non tt ou r de t. Il serait inférieur à un coefficient qu'on appelle coefficient d'adhérence. D'accord? Multiplié fois l'effort normal, N ou Rn. Avec mu est inférieur à F. Donc, tout ceci serait très inférieur donc à F fois l'effort normal. Du fait que mu, il est toujours inférieur à F. D'accord? Donc, cette inégalité-là, il nous donne juste quelle est la valeur maximale que peut atteindre T. Donc, la composante tangentielle ne peut pas dépasser cette valeur maximale qui est mu fois la composante normale. Donc, le cas d'adhérence, il nous donne juste quelle est la valeur maximale. Les règles qu'on y a mu fois la norme de la composante normale. Mais pour le sens, puisqu'on a la vitesse de glissement entre les deux solides, elle est nulle, donc on ne peut pas savoir ni la direction de T, ni le sens. D'accord? Donc, ce cas-là, le cas d'adhérence, il nous donne juste une seule relation qui est celle-là, qui nous permet de déterminer la valeur maximale de l'effort tangentiel. Donc, s'il y a un effort tangentiel, sa valeur maximale ne serait-ce de dépasser, ne peut pas dépasser mu fois la norme de n. D'accord? Merci. Oui. Donc, c'est le cas d'adhérence. Vous avez sur la page suivante un schéma qui illustre graphiquement les deux cas. Si on a ici la composante normale. Donc, on a un contact entre les deux solides. On a la composante normale. Donc, on a le premier cas, s'il n'y a pas de frottement. Donc, on a juste cette composante normale. Donc, le deuxième cas, si vous avez
un frottement, on va tout d'abord déterminer la vitesse de glissement. Donc, si on connaît la vitesse de glissement, à partir d'elle, on va déterminer la composante tangentielle. Donc, on a déterminé la composante tangentielle, juste la direction et le sens. Il reste à déterminer la norme. Donc, la norme, on va la déterminer à partir du F. Donc, F, ça serait le coefficient de frottement, ou il peut être écrit comme étant la tangente de phi d'un angle. Cet angle-là, ça va être l'angle entre la composante réelle et la composante normale. D'accord? Donc, si on écrit le vecteur R, ça va être, il peut être projeté sur la normale en utilisant l'angle phi et sur la tangentielle en utilisant tangente phi. Donc, la relation qui va relier la normale et la tangentielle, c'est le fait que la normale, que plutôt la tangentielle, la relation, c'est la tangentielle, l'effort tangentiel, et ça va être, sa norme, ça va être F fois la normale. Ou on peut l'écrire sous forme de tangente phi. Donc c'est la même chose, F est tangente phi fois la normale. D'accord? Donc, on a déterminé la vitesse. À partir de la vitesse, on a déterminé la direction et le sens de t. Pour déterminer la norme, il suffit de connaître f ou tangente phi. Donc, à partir de f, on va déterminer phi et on va tracer cette composante tangentielle qui représente l'effort dû au frottement. D'accord? Donc, c'est le cas de glissement. Donc, lorsqu'il n'y a pas de glissement, donc on connaît juste la composante normale, on ne connaît pas la vitesse de glissement, donc il n'y a pas de vitesse de glissement. Donc, la résultante ou l'effort tangentiel, il va se trouver quelque part sur ce plan. On ne connaît pas sa direction, mais il doit obligatoirement être inférieur à l'effort de frottement. Donc, il va se positionner à l'intérieur de cette cône-là. Donc, la limite, il va se positionner sur le cône. Donc, je refais le dessin. Donc, la composante normale, c'est celle-là. La vitesse de glissement. On a trouvé la composante tangentielle en utilisant tangente phi. Donc, la somme de ces deux vecteurs, donc le vecteur tangentiel et le vecteur normal, ça va donner une composante qui va se positionner sur ce qu'on appelle le cône du frottement. Donc, ça va être la résultante de 2 sur 1, qui est égale à la somme de la composante normale plus la composante tangentielle. Donc, dans le cas, ceci dit, dans le cas de glissement. Dans le cas où il n'y a pas de glissement, donc on ne connaît pas la vitesse, donc on connaît la composante tangentielle, mais la composante normale, mais la composante tangentielle, on ne peut pas connaître où il se positionne. Donc, la somme, qui serait la résultante totale, il va se positionner quelque part. Mais
obligatoirement à l'intérieur de cette cône-là, la cône tracée en rouge. Donc, c'est une méthode graphique pour illustrer la différence entre le cas de glissement et le cas d'adhérence. Le cas toujours utilisé dans la plupart des cas, c'est le cas de glissement avec frottement. Donc, soit le cas, le cas général qui est le cas sans frottement, soit le cas de glissement, puisque c'est facile de le faire lier avec cette vitesse de glissement qu'on avait déjà traitée en cinématique. D'accord? Donc, vous devez connaître les lois de Coulomb qui sont utilisées dans ce cas. De déterminer l'effort tangentiel à partir de cette vitesse, et déterminer la direction et la norme, et déterminer, en utilisant le coefficient de frottement, sa norme. D'accord? Donc, vous avez ça écrit ici, en dessous. Et vous avez une illustration plane. Donc, cette illustration plane, il illustre la vitesse de glissement avec l'effort tangentiel, avec l'effort normal et la résultante totale, qui est la somme de n plus t. Et la relation qui les relie avec l'angle phi ou le coefficient de frottement. Donc, ce coefficient de frottement F, en général, il va dépendre de plusieurs critères. Il va dépendre du matériau, donc les matériaux qui composent les deux solides. Il va dépendre des états de surface. Donc les matériaux, par exemple, si on a un frottement entre bois et bois, ce n'est pas la même chose qu'un frottement entre acier et acier ou acier et bronze. Donc le coefficient de frottement, il va différer, il va changer. La même chose que les états de surface. Donc, pour le même matériau, par exemple, si on a un contact entre acier et acier, le fait qu'on a un contact entre un acier qui a une surface lisse et un acier qui a une surface rigoureuse, donc qui n'est pas lisse, donc ça va changer le coefficient de frottement. Il va dépendre de cet état de surface. Il va dépendre aussi de certains critères, comme étant l'existence de substantifs entre les deux. Donc, par exemple, si on a un frottement entre acier et acier, et on ajoute une couche, par exemple, d'huile, ou une couche de lubrifiant. Donc, le fait d'ajouter une couche d'huile, ça va diminuer le frottement. D'accord? Donc, ce sont des éléments technologiques qu'on utilise pour soit augmenter, soit diminuer le coefficient de frottement. Ou là, l'existence de poussière. Donc, l'existence de poussière entre les deux surfaces, ça va augmenter le coefficient de frottement. Donc, ceci dit, juste à titre d'information. Donc, l'existence de substantifs ou substances chimiques. D'accord? Donc, le cas général, donc pour calculer le cas d'un contact avec frottement, donc il suffit de calculer donc la composante normale, on va la calculer comment? Plutôt la composante totale, on va la calculer en utilisant Fm fois Um. Avec Fm fois Um, on va la séparer en deux composantes qui sont, donc la première qui va contenir l'effort normal, qui est une pression qui va être donnée l'énoncé, et la composante tangentielle qu'on va calculer à partir de ça, à partir du fait qu'il y a une liaison entre la pression et cette force. Donc tout à l'heure, les lois de Coulomb ont parlé de le cas général, qui est le cas global, le lien entre l'effort normal et l'effort tangentiel. Donc le cas d'une pression, donc c'est l'effort
localement on a un point, la force M, plutôt la densité d'effort Fm fois Um, ça va être décomposé en deux composantes. Une composante normale plus une composante tangentielle. Et de plus, la composante tangentielle va être calculée en utilisant le coefficient de frottement. D'accord? Il reste juste ici le vecteur. Le vecteur ou la direction, on va la trouver à partir de la vitesse de glissement. D'accord? Et pour le moment, on a déjà DDR à partir de la première équation et PM, et on va calculer le moment. On va appliquer ça sur le quatrième exercice que vous avez et qui est l'étude d'un frein. Donc c'est bon, il y a une question à propos des lois de Coulomb. Donc vous avez une image plus claire, le document PDF. Donc cet exercice, il représente un frein à disque. Donc le frein à disque est une solution technique qui permet de réaliser le freinage d'un véhicule. Moto automobile, il est constitué d'un disque fixe sur le moyeu ou la jambe de la roue. Disque ayant le même mouvement de rotation que la roue, ainsi que des plaquettes venant freiner ou frotter de chaque côté du disque. Donc, on va voir l'image. Donc, ce disque, donc le frein à disque, vous avez ici le disque. Donc, il est encastré ou lié avec la roue afin qu'il puisse toujours tourner avec elle. D'accord? Et on a le système de freinage. Donc, le disque, il appartient au système de freinage. Donc, vous avez le pédalier sur lequel il va agir le conducteur. Donc, ce pédalier, il va transmettre donc, un mouvement de rotation. Ce pédalier, il va être appuyé. Donc, il va appuyer à son tour sur un piston. Donc, ce piston-là, il va déplacer un fluide qui va se partager entre les quatre freins existants sur les quatre roues. Donc, l'une de ces roues, il va recevoir ce liquide. Donc, ce liquide, il va être partagé ici sur cet étrier-là. Donc, ce liquide, il va faire pousser, donc il va exercer un effort sur ces deux plaquettes-là. Donc, vous avez deux plaquettes. Ces deux plaquettes, ils vont exercer un effort sur le disque afin de l'empêcher de tourner. D'accord? Donc, ces plaquettes-là, ils se déplacent. Ils font une translation par rapport au bâti de la voiture. Ils déplacent ça afin de serrer. Le disque, ce disque-là, afin qu'il ne puisse pas faire une rotation. Et une fois ce disque il est bloqué, il ne peut pas tourner. La même chose, la roue, il va arrêter sa rotation. D'accord? Donc, notre étude ici, c'est qu'on va essayer de calculer l'effort exercé par ces plaquettes-là sur le disque. Donc, on va utiliser, donc on utilise le modèle suivant pour déterminer l'action mécanique exercée par la plaquette 3 sur le disque 1 lors du freinage. Donc, la plaquette, elle est modélisée par une portion de courant. Donc, c'est cette portion-là. Donc, il est parti d'une couronne.
Donc, c'est plutôt cette plaquette-là. Donc, c'est une portion de courant de rayon petit r et grand R et d'un angle 2 alpha, considéré en liaison glissière avec le bâti zéro suivant l'axe OZ. On a dit que ces plaquettes-là, lorsqu'ils vont essayer d'arrêter le frein, ils vont se déplacer un sens. Et l'autre plaquette, de l'autre côté, il va se déplacer sur une translation l'autre sens, afin de serrer le disque. Donc, c'est la même chose ici. Donc, la plaquette 3, il va serrer le disque. La plaquette 2, la même chose. Donc, on va noter M, un point de la plaquette défini par les coordonnées polaires. Donc, on nous a donné le point M, qu'on va l'utiliser pour balayer toute la plaquette. On nous a donné aussi ds, qui est du fois r dθ. Donc, cette distance-là, cet arc, ça va être r fois dθ. Et à partir de ça, donc on a d'autres données. Donc, on a le repère R, il est lié tel que OZ soit confondu avec l'axe de rotation de roue. Le plan OXY est placé dans le plan médian du disque d'épaisseur 2E. Donc, ce plan-là, OXY, il est placé sur le plan médian du disque. Donc, le contact entre la plaquette 3 et le disque, ça va nous laisser une petite distance ici, qui est la distance E, puisque l'épaisseur du disque, c'est 2E. Donc, le contact me ricoche directement avec le plan constitué de OXY, mais avec une petite distance E. C'est pour cela qu'on a ajouté ici ce petit E. C'est pour dire que le contact ne se fait pas sur le plan OXY, mais à une distance décalée suivant l'axe Z. Donc ici, la plaquette 3 exerce sur le disque 1 une action mécanique représentée à chaque point M de la surface de contact par une densité surfacique de force Fm, qui est exprimée sous forme, tout d'abord, une pression P portée par Z, qui est induite du fait qu'on a un contact surfacique entre la plaquette et le solide. Donc cette pression, elle va être déduite ou représentée donc suivant le vecteur Z par une pression P, plus T porté par U. Donc ici, je m'excuse, c'est une faute de frappe, ce serait T porté par V et non pas U. On peut donc vérifier ça du fait que si on prend un point M, donc on a la pression P déjà définie suivant Z, il reste la pression suivant la pression tangentielle qui va représenter la pression de frottement, du frottement entre la plaquette et le disque. Donc, d'après les lois de Coulomb, donc on aurait un glissement, donc à la limite du glissement entre la plaquette et le solide. Donc, si on prend la vitesse du point M entre la plaquette 3 et le solide 1, donc ça serait la vitesse du point M appartenant à 3 par rapport à 0, moins la vitesse de M appartenant à 1 par rapport à 0. Or, cette première quantité, il va être nul. Puisque, comme vous voyez ici, la plaquette, il va, donc, à un instant, il va se déplacer suivant une direction, donc faire une liaison glissière avec le bâti 0, mais lorsqu'il va appliquer la force, donc, il n'y aura plus de déplacement dans ce sens. Donc, la plaquette, il va stopper. Donc, sa vitesse au point M serait nulle. Mais la vitesse d'un point M qui va appartenir au disque, donc ce point, il va y avoir encore une rotation. Donc, pour calculer la vitesse de point M, ça serait donc la vitesse
tout d'abord du point O, en utilisant le champ de vitesse, puisque le point M, c'est un point de contact, c'est un point géométrique qui n'appartient ni à 3 physiquement, ni au solide 1. Donc, ça serait la vitesse du point O, appartenant à 1 par rapport à 0, plus oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel au M. Donc, la vitesse du point O, c'est le centre de la liaison pivot, ça serait nul, plus la rotation de 1 par rapport à 0. On va la noter oméga 1, 0 porté, ça serait porté par Z. Comme vous voyez ici, la rotation, ça serait autour de Z. Vectoriel OM, qui est U, porté par le vecteur U, plus, ou d'après ce qu'on a ici, donc c'est moins E, porté par Z. Donc, si on fait le produit vectoriel, donc ça va donner, donc cette composante va disparaître, et ça va donner, à la fin, oméga 10, donc Z vectoriel U, ça serait V. Donc, oméga 10, U est porté par V. Donc, comme vous voyez, on a trouvé que la vitesse de glissement, cette vitesse de glissement, elle est portée par le vecteur V. Et d'après la loi de Coulomb, on a dit que la composante tangentielle de frottement, donc la composante tangentielle qu'on va noter, donc F tangentiel, il serait donc tout d'abord de même direction, donc F de t vectoriel, cette vitesse de glissement, ils seront parallèles, collinéaires. Et F de t, scalaire la vitesse de glissement, ils seront inférieurs, égal à 0. Donc, d'après cette première expression, donc cela va nous donner que les deux sont parallèles. Donc, F de t, la composante tangentielle, ça serait donc une composante t portée par quel vecteur? Le même vecteur porteur de cette vitesse, ça serait v. Et pour la deuxième, ça va nous donner le sens. Donc, si la vitesse de m appartenant à 3 par rapport à 1 est dans le sens positif, donc et elle est portée par plus v, donc la composante tangentielle serait portée par moins v. Donc, pour parler de ça, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sens de rotation oméga ou sur cette quantité, donc U. Donc, cet oméga-là, on ne connaît pas le sens de rotation, donc on ne va pas prendre ça. On va se satisfaire juste de cette V-là pour démontrer que la composante tangentielle serait portée par V. On continue l'exercice. Donc, on a dit que T, il est porté par V. Et on a de plus le repère R1 tel que θ, c'est l'angle entre X et U, et θ, c'est l'angle entre moins alpha et alpha, donc pour parcourir toute cette plaquette-là, donc ça serait entre moins alpha et alpha, et le rayon c'est entre petit r et grand R, donc on n'a pas de rayon supplémentaire, juste cette distance-là. Les composantes normales et tangentielles, P et T, sont positifs. Donc on nous a donné la composante T. À partir de ça, on peut déduire donc le sens de rotation à partir des lois de Coulomb. On suppose la pression P uniforme sur la surface de contact et on note F, le coefficient de frottement entre le disque et la garniture ou la plaquette 3. Les données numériques, donc le rayon grand R, petit r, le coefficient de frottement, la pression et l'angle maximal alpha.
Dans la première question, déterminer au point O le torseur d'action mécanique de la plaquette 3 sur le disque 1 en fonction de P, F, R, grand R, E et alpha. Donc, comme vous voyez, c'est en fonction de P et F et pas de T. Donc, on va commencer par, tout d'abord, par éliminer ce petit T de l'expression. Donc, la première question, on va essayer de déterminer le torseur statique de 3 appliqué sur le solide 1. Donc, ça serait au point O. Donc, tout d'abord, la résultante de 3 sur 1 et le moment au point O de 3 sur 1. Donc, pour calculer la résultante, on doit déterminer la force élémentaire ZR au point M. Donc, ça serait au point M. Donc, ça serait tout d'abord, donc, sa norme, c'est F de M. Le vecteur directeur, il est déjà introduit dans la pression, dans cette norme. Donc, on a un vecteur et pas juste Fm multiplié par Um. Donc, on a remplacé le vecteur porteur par le fait d'introduire directement dans Fm fois, puisqu'on part d'un contact surfacique, donc ça serait fois ZS. Donc, on va expliciter Fm, donc c'est P porté par Z, moins plutôt plus T porté par V, fois ZS. Donc, ici, on va travailler sur une surface donc d'un disque, donc qui est donc une surface d'un disque. Donc, pour paramétrer cette surface, donc ce serait ici ZR et cette quantité-là, ce serait le rayon R fois D de θ. Donc, ce serait R, ZR fois dθ pour une surface polaire, surface élémentaire polaire. Donc, on a calculé ZR. Donc, il suffit juste de faire disparaître ce petit t. Pour le faire disparaître, on va utiliser la relation qu'on a entre une pression normale et une pression tangentielle, d'après les lois Coulomb. Donc, cette relation-là va être écrite donc comme ça. Et on a donc la composante tangentielle, ça serait F fois la composante normale, avec F, le coefficient de frottement. D'où la force élémentaire ZR, ça serait P facteur de Z plus F porté par V, R, ZR, dθ. On a terminé avec ZR. On passe maintenant à la résultante. Donc la résultante de 3 sur 1, ça serait le double intégral sur la surface S de quoi? De ZR de 3 sur 1. Donc ça serait le double intégral de P Z plus F porté par V fois R ZR dθ. Donc on va intégrer sur les deux variables R et ZR, ZR et dθ. Donc la première variable ZR, ça serait entre petit r et grand R. Et la deuxième, ça serait entre moins alpha et plus alpha. Donc c'est juste qu'on a ici, donc excuse, on a pris, au lieu de R, on a pris U. Donc pour le rayon, au lieu de R, ça serait U. Donc U dU.
Ici, ça serait U de U, afin de ne pas la confondre avec le petit rayon. Donc, U de U. Donc, on va faire sortir la constante P. Donc, on va donc séparer plutôt pour faire sortir ce V-là. Donc, V, il va dépendre de θ. Donc, comme vous voyez ici, le vecteur V, donc ce vecteur-là, il dépend de l'angle θ. Si θ change, ce vecteur, il va tourner aussi. Donc, il va changer totalement. Donc, pour le faire sortir de l'intégrale, et on a une intégrale sur dθ, donc on doit l'exprimer en fonction de θ et des vecteurs constants. Ces vecteurs constants seront les vecteurs x, y. Donc, on a la figure plane x, y, u et v, avec ici l'angle θ. À partir de ça, on va dire que le vecteur v de θ, c'est quoi? Ça serait cosinus θ pour t par y, moins sinus θ pour t par x. Donc, ça va donner le premier intégral, plutôt la première intégrale, ça serait sur u du. Donc, ça serait entre r et grand R de u du. Donc, fois le deuxième intégral, qui est l'intégrale entre moins alpha et alpha, de quoi? De z plus f fois cosinus θ y moins sinus θ x d θ. Donc, ça serait P. Le premier intégral, ça serait U au carré sur 2 entre petit r et grand R. Le deuxième, donc Z, c'est une constante, fois dθ. Donc, Z fois dθ, ça serait donc l'angle θ comprise entre moins alpha et alpha, plus f facteur. Facteur de quoi? Donc, tout d'abord, le cosinus sa primitif, c'est sinus de θ, entre moins alpha et le vecteur constant y. Plus, donc la primitive de moins sinus, c'est cosinus θ, entre moins alpha et alpha porté par x. Donc, à la fin, ça serait P, ce vecteur-là. Donc, le vecteur donc U au carré sur 2, donc ça va donner R au carré moins petit r au carré sur 2 fois le vecteur Z, donc alpha moins alpha, ça serait 2 alpha porté par 2 alpha porté par Z. Plus F, donc la première primitive de sinus, donc sinus alpha et sinus moins alpha. Donc ça va donner 2 sinus alpha porté par Y. Pour cosinus alpha et cosinus moins alpha, c'est la même chose avec un signe moins entre les deux, donc ça va donner un vecteur nul. Et on a terminé avec la résultante.
ça a été la résultante de 3 sur 1. On va passer maintenant au moment. Donc, le moment au point O de 3 sur 1, ça serait, donc par définition, c'est le double intégral sur une surface. C'est la surface de contact. De quoi? On calcule le moment au point O, donc ça serait O. Le point variable, c'est le point M qui va balayer cette surface vectorielle. DR de 3 sur 1. Donc, vous savez que DR, il est exprimé au point M. Donc, ce serait le double intégral. Le vecteur OM, c'est U porté par le vecteur U moins E porté par Z. Vectoriel DR qui est P facteur de Z plus F fois V fois DS qui est U DU dθ. Avec les deux variables U et θ, donc la variable U entre petit r et grand R et θ entre moins alpha et alpha. Ce qui va donner, donc on va faire sortir P comme étant une constante, donc les doubles intégrales. Donc le produit vectoriel de U vectoriel Z. Donc U vectoriel Z, ça va donner, donc UZ, c'est moins V. Donc ça serait U porté par moins V. Ensuite, U vectoriel V, ça serait quelque chose porté par Z. Donc ça serait, donc U vectoriel V, ça serait quelque chose porté par Z. Donc ça serait plus U fois F fois Z. Donc moins E, Z vectoriel Z, ça serait nul. Z vectoriel V, ça serait moins U. Donc ça serait moins E plus E fois F porté par U. Tout ceci fois U, du, dθ. Donc on va faire l'intégrale sur ces composantes-là. Donc on doit exprimer tout d'abord la composante V en fonction de θ et U en fonction de θ. Donc ce serait l'intégrale de R jusqu'à grand R fois l'intégrale de moins alpha jusqu'à alpha. De quoi? Moins U fois cosinus θ porté par Y moins sinus θ porté par X plus U fois F porté par Z plus E fois F porté par U qui est cosinus θ porté par X plus sinus θ porté par Y. Tout ceci fois U, donc fois U du dθ. Donc avec une parenthèse ici, une autre parenthèse ici. Ça va donner P. Donc la variable U, elle est ici, ici et ici. La variable V, plutôt θ, c'est ici, 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 ici et ici. Donc, on va séparer les vecteurs et faire le calcul de l'intégrale. Donc, ça serait tout d'abord, on va intégrer cette quantité-là. Donc, ça va donner moins U fois U fois du. Donc, ça serait donc le double intégral
de moins u au carré, du fois quoi? Au cosinus θ, y moins sinus θ, x fois dθ. Donc avec l'intégrale entre r et mon alpha et alpha, plus le deuxième vecteur qui serait donc u fois u, ça serait u au carré, du. Le tout, donc fois une constante f, et fois dθ porté par z. Le troisième vecteur, ça serait e et f, ce sont des constantes, fois u du, et fois cosinus θ x plus sinus θ y, le tout fois dθ. Donc ça va donner p fois, donc la primitive de u au carré, ça serait moins u3 sur 3 entre petit r et grand R. Et le primitif de cosinus et sinus, donc ça serait fois cosinus de θ, sa primitive c'est sinus de θ entre moins alpha et alpha porté par y, plus la primitive de sinus, ou plutôt moins sinus, c'est cosinus de θ entre moins alpha et alpha porté par x, plus f fois le vecteur z, donc u au carré, ça va donner u à la puissance 3 sur 3 entre petit r et grand R. Et dθ, ça va donner juste θ entre moins alpha et alpha. Le dernier vecteur, ça va donner e, f, u du, ça va donner u au carré sur 2 entre petit r et grand R. La primitive de cosinus, c'est sinus de θ entre moins alpha et alpha porté par x. La primitive de sinus, ça serait moins cosinus de θ entre moins alpha et alpha, le tout porté par y. À la fin, on va obtenir P fois grand R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur 3 avec un signe moins fois, donc sinus, ça va donner 2 sinus alpha porté par y. Cette composante-là, ça va s'annuler puisque cosinus d'alpha, c'est cosinus moins alpha. La même chose ici. Ce qui va laisser, donc cosinus sinus alpha porté par y, plus f fois z fois quoi? Fois R3 moins petit r à la puissance 3 sur 3 fois alpha. Et alpha plus alpha, ça serait 2 alpha. Plus le dernier vecteur, c'est EF. Donc R au carré moins petit r au carré sur 2 fois 2 sinus alpha porté par x. Et on ferme la colonne. Donc, ça peut être, donc pour simplifier l'expression, on peut factoriser ici par r à la puissance 3, moins r à la puissance 3 sur 3. On peut simplifier ici par le 2. Donc, ça va laisser r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur 3 fois 2, facteur de quoi? De moins sinus alpha porté par y plus alpha f porté par z plus ef fois sinus alpha fois r au carré moins petit r au carré porté par x.
Donc, c'est l'expression finale du moment. Moment de quoi? C'est le moment point O de 3 sur 1. Et on a déterminé le torseur statique de 3 sur 1 en déterminant la résultante et le moment. Il nous reste juste la dernière question qui dit en déduire le torseur d'action mécanique de l'ensemble des plaquettes 2 et 3 sur le disque. Faire l'application numérique. Donc, les plaquettes 2 et 3, lorsqu'ils vont appliquer une action sur... Donc, on vient de calculer l'action de 3 sur le disque. Donc, qui a une pression tangentielle P et une pression, donc une pression normale P, une pression tangentielle T portée par V. Donc, pour la deuxième plaquette, qui est la plaquette 2, donc la pression normale, ça serait portée suivant moins Z. Et pour donc ici, la pression tangentielle était portée par V, par le vecteur V. Pour la plaquette 2 sur 1, ce serait la même chose. La pression tangentielle, ça serait portée par le vecteur V. Donc, la pression tangentielle au point M appliquée par 2 sur 1, ça serait moins P porté par Z plus T porté par V. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est juste le point M. D'accord? Donc, la question 2, pour calculer, pour calculer le torseur de 2 et 3 sur le solide 1, il suffit de calculer le torseur statique de 2 sur 1 plus le torseur statique de 3 sur 1. Celui-là est déjà calculé, donc au même point, il suffit de calculer celui-ci. Donc, comment déterminer le torseur statique de 2 sur 1? Il suffit de faire d'une manière analogue à celui de 3 sur 1. Donc, le torseur statique de 2 sur 1, ça serait donc la résultante de 2 sur 1 et le moment point O de 2 sur 1. Pour calculer la résultante, on va utiliser donc la définition qui dit que la force élémentaire, ça serait donc la force élémentaire de 2 sur 1 exprimée au point M, ça serait une pression F au point M, F' au point M, fois ds avec, comme on a dit, donc F' de M, ça serait moins P porté par Z plus T porté par V. Donc, ça serait la première différence. Donc, on va prendre le calcul qu'on a déjà calculé. Donc, qu'est-ce qui va changer ici? Le calcul de la résultante. C'est juste que la composante suivant Z serait portée par moins Z. Donc, on va prendre cette valeur-là. Donc, ce serait P, facteur, donc de moins R au carré sur petit r au carré sur 2 fois 2 alpha porté par Z plus 2 fois sinus alpha porté par Y avec fois F. On vérifie. Donc, ça serait F 2 sinus alpha et là-bas 2 alpha. Donc le 2 alpha porté par Z, ce serait avec un signe moins.
Donc, le signe moins, on l'a obtenu ici, ce signe-là. Donc, ceci dit pour la résultante. Donc, pour calculer le moment, donc qu'est-ce qui va changer le moment? Donc, l'expression du moment, ce serait le moment au point O de l'action de 2 sur 1. Ce serait le double intégral sur la surface de contact de OM, E vectoriel, ZR. De 2 sur 1. Qu'est-ce qui va changer? Donc, pour OM, ça serait quoi? On revient vers le schéma. Donc, pour OM, dans le cas de la plaquette 3, on a pris que ça serait U porté par U moins EZ. Donc, vous voyez ici, si on prend un point M, donc suivant le vecteur U, ça serait toujours U porté par U. Mais si on prend la plaquette 3 ou la plaquette 2, qu'est-ce qui va changer? C'est le sens de Z. Donc, soit on va prendre moins E porté par Z, soit plus E porté par Z. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est ce plus E porté par Z. Donc, EM, ça serait U porté par U plus E porté par Z. Donc, U porté par U plus E porté par Z, vectoriel ZR, qui est d'après le calcul précédent, ça serait P facteur. Donc, tout d'abord, le signe moins Z plus F porté par V fois U du dθ. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? C'est juste un signe moins ici et un signe plus ici. Ce qui va se traduire par obtenir une double intégrale sur S de quoi? Donc, ça serait, on va faire sortir le P. Donc, ça serait U vectoriel moins Z. Donc, U moins Z, ça serait plus V. U avec V, ça serait plus Z. Donc, plus U fois F porté par Z. Z avec Z, c'est nul. Et plus Z vectoriel V, ça serait U, plutôt moins U. Donc, moins E, F est porté par U fois U, du, dθ. Si on fait l'analogie avec ce qui précède, donc, qu'est-ce qui a différé? Dans le calcul du moment précédent, on avait obtenu ça, qui est moins V plus Z et plus U. Alors qu'ici, on a plus V plus Z et moins U. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce moins-là et ce plus-là. Donc à la fin, on va avoir la composante suivant Z la même que tout à l'heure, mais avec un signe moins pour les composantes suivant X et Y. D'où le moment au point O de l'action de 3 sur 1, ça serait le même que tout à l'heure, donc celui-ci avec, en ajoutant des signes moins devant les composantes suivant Y et X. Donc ça serait P facteur de R3 moins petit r3 fois 2 sur 3 facteur. Donc sinus alpha avec un signe moins, un signe plus, donc sinus alpha y avec un signe plus. Pour la composante suivante z, ça serait
toujours plus. Donc, c'est plus alpha F fois Z, plus la deuxième composante, c'est EF sinus alpha. Donc, ça serait 1 moins. Donc, ça serait moins quoi? EF sinus alpha. Donc, R au carré, moins petit r au carré porté par X. R au carré, moins petit r au carré porté par X. Et on ferme les parenthèses. Donc, celle-là, ça va aller avec celle-là. Et on a obtenu le moment de 3, plutôt, de 2. Ce n'est pas de 3, mais c'est plutôt de 2. De 2 sur 1. Donc, pour faire le calcul, ou pour faire la somme, donc, le torseur statique de l'ensemble de 3 sur le solide 1, ça serait pour la résultante, donc exprimée au point O. Donc, pour le moment, on va faire la somme des deux moments, on va obtenir donc ces composantes suivantes X et Y, ils vont disparaître. On va obtenir juste la composante suivante Z, puisqu'il a les mêmes signes pour les deux. Donc, ça serait P fois 2, R3 moins petit r3 sur 3, facteur de alpha F fois Z. Pour la composante suivante résultante, donc, quelle est la différence entre les deux? C'est ce signe-là. Ce qui a changé, c'est ce signe-là. Donc, on aurait une composante suivante Y multipliée par 2. Donc, il manque un 2 ici, ça serait 4. La même chose pour la résultante. Donc, ça serait P fois grand R au carré, ou un petit r au carré. Donc, fois 2 sur 2, ça va faire disparaître le 2. On va faire sortir un autre 2 et laisser juste sinus alpha fois F porté par Y. Et ça serait la composante de résultante. Tout ceci exprimé au point O. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un moment suivant Z et une résultante suivant Y. Donc, pour ce moment suivant Z, c'est la chose essentielle dans ces deux plaquettes-là. Il va servir donc un moment suivant Z, c'est l'axe Z. Donc, le fait d'avoir un moment, et on a la roue qui tourne autour de Z, et on a dit que le moment, il sert à faire tourner dans un sens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'arrêter cette roue. Donc, il va appliquer un couple, l'autre sens, afin qu'il puisse arrêter cette roue, la rotation de cette roue.